toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Metal Hunters. Et là par contre, attention parce que ça va partir, on n'est pas là pour faire n'importe quoi, on n'est pas là pour enculer des mouches qui enfilent des perles, on est là pour parler de ce putain d'album qui est Dawn of Victory de Rhapsody, sorti en 2000 chez Limb Music Products. Je crois que c'est ça le nom du label et vous savez quoi, cet album est tellement excellent que aujourd'hui, le café, on s'en fout et on va plutôt... C'est 10h08, ça va, on est dans les temps, on va plutôt se boire une bonne bière. Voilà, elle est bien fraîche, bien glaciale comme on aime. Le petit anneau de Frodon ici, c'est rigolo. Rhapsody, Dawn of Victory. J'avais tellement envie que le titre éponyme commence le plus rapidement possible que j'ai même failli couper l'intro de Metal Hunters tel un gros sangouin. Aurais-je dû, afin d'avoir ce riff typique le plus rapidement possible? Et puis même vous auriez aimé si vous entendez ce riff, ou même si je vous dis Dawn of Victory, mais forcément vous allez me répondre For un seul autre, et vous allez commencer à chanter le refrain, et vous auriez raison, petit sangouin que vous êtes vous aussi. Ce titre est une perle qui compose le magnifique collier qu'est Dawn of Victory, et d'entrée de jeu, on est séduit. Le rythme rapide nous invite à rentrer dans l'histoire, mais aussi dans la chanson. Le morceau est gonflé d'orchestration, mais des orchestrations qui savent rester à leur place, qui ne vont jamais prendre le dessus sur la merveilleuse guitare de Turelli ou sur tous les autres musiciens d'ailleurs, juste ce qu'il faut pour nous plonger dans l'univers épico-héroïco-fantasy des Italiens. La rapidité, les mélodies, ce chant si typique sur lequel nous reviendrons, tout nous amène vers un refrain fédérateur implacable. Et mon moment favori de ce titre est la reprise du chant juste après les solis, avant la dernière chevauchée finale, glorieuse, entraînante, épique, tout simplement irrésistible. Écoutez ça. Le reste de l'album est-il du même acabit? Mais bien sûr, putain! Triumph from Steel s'ouvre sur du métal néoclassique dont même Yngwie Malmsteen le râleur, et Dieu sait qui râle, je vous renvoie au fameux blind test de Hard Rock Magazine, même lui pourrait apprécier les lignes de guitare mariées au clavier façon clavecin. Il est vrai que Staropoli et Turelli, donc respectivement clavier et guitare, les deux leaders de Rhapsody, du moins c'était les deux leaders de Rhapsody à l'époque, eh bien ce sont de gros fans de musique classique, et cette inspiration, cet amour de cette musique ne se montrera jamais autant que sur Dawn of Victory. Et tout passe par leur instrument, il n'y a pas besoin d'aller chercher un orchestre et de leur dire vous allez vous contenter de jouer la partie classique et nous on fera la partie métal, ça c'est souvent un peu putassier je trouve, non, tout passe ici par leur instrument et cela amène leur métal vers quelque chose d'assez supérieur avec un fort côté virtuose. C'est très inspiré et donc ça sort des facilités qu'on peut souvent trouver dans le genre. Le refrain de cette chanson est impeccable, comme tous les autres refrains, comme le refrain de Holy Thunder Force, la chanson la plus métal de Dawn of Victory. Le riff principal de ce titre a été trouvé très rapidement et limite instinctivement, et avec ce titre, Rhapsody souhaitait d'avoir quelque chose de très métal et de très impactant. Le riffing et le rythme sont très rapides, la guitare hurle comme on aime, et même si tout se calme, les instruments, au niveau du couplet, la voix, elle, reste assez agressive, très rugueuse, très forcée, et puis le tout repart ensemble au niveau des refrains. Superbe. J'avoue que je ne suis pas fan des pogos dans les concerts de power metal, mais j'avoue que quand on a autant d'intensité, de rapidité, que tout est bien fait et bien monté au bon moment, je peux comprendre que certaines deviennent fous. Le final est limite diabolique, enchaîné, refrain normal, puis refrain avec des instruments absents qui reviennent juste pour appuyer au bon moment quelques syllabes de façon très efficace et pour qu'ensuite tout le monde reparte ensemble comme en 40 pour un dernier refrain époustouflant. Mais si les mecs en studio ils se sont dit bon il faut qu'on fasse une chanson qui déclencherait des bastons généraux à nos concerts, je pense qu'avec Holy Thunder Force c'est bon.
angels, horrified and bloodshed. Come as and behold, a rape some of wisdom, make some monster bones. Come back to your APs and mellow enough, back your hands will soon roll. Just the blade of heroes, fury of the thunder, in my God and shield. So we fight against the wind for the glory of the kings to defeat the evil enemies, and we run with our love for the power and the throne in the name of Holy Thunder. So we fight against the wind for the glory of the kings to defeat the evil enemies, and we run with our love for the power and the throne in the name of Holy Thunder. Ce disque est tellement efficace que vous savez quoi, il n'y a même pas de ballade. On pourrait croire que le début de The Bloody Rage of the Titan amène à une ballade, mais ce n'est pas le cas, c'est une chanson, on va dire, normale, bien que cela soit la plus calme, la plus triste et la plus romantique de cet album. Si je dois nommer une chanson qui dénote bien par rapport au reste de l'album, et c'est bien sûr The Village of Dwarfs, c'est très joyeuse, très folk, et on est avec des nains, on fait des rondes, comme ça on est content. Cela détend et ça rajoute de la gaieté à cet album qui, mine de rien, est rempli de combats et d'une certaine noirceur. Le reste est très bon aussi, et on va aller jeter un petit coup d'œil juste pour passer les titres en revue assez rapidement, donc il faut que je les trouve parce qu'ils sont quelque part par là. Donc Dark Shadow Lord of the Black Mountain, très lumineuse et motivante. Trolls in the Dark, ah ouais, bah ça c'est la chanson instrumentale pour vous rappeler que des fois que vous l'auriez pas remarqué, Staropoli et Turli savent jouer. En fait, ce titre, les deux sont arrivés, ils ont dit on va faire un solo chacun de notre côté, ils l'ont fait, et après ils se sont dit on va rajouter de l'orchestration pour que ça colle bien à l'album, et ma foi, ça s'inclut parfaitement dans Dawn of Victory. The Last Winged Unicorn, sublime avec des chœurs bien épiques et des parties narratives qui nous rappellent que nous sommes dans une histoire. Et oui, parce qu'en général, lorsqu'on pense à Heroic Fantasy, on pense à histoire, alors ici c'est sûr, hein, histoire assez bateau. On a des gentils, on a des méchants, les méchants veulent détruire le monde, les gentils veulent sauver le monde, il y a Kamisha qui mange des cailloux. C'est vu et déjà vu, ne vous laissez pas berner par certaines interviews où les journalistes disent « Oui, c'est le nouveau Tolkien ». On se calme. Non, c'est pas le nouveau Tolkien, c'est très bateau, c'est très classique, et après tout, est-ce que c'est pas ça qu'on attend juste, quelque chose de très simple, de très manichéen? On est content, ça fait le boulot, il n'y a pas besoin de plus. The Mighty Ride of the Fire World, le dernier titre, le plus long morceau de cet album. Là aussi, beaucoup de changements d'ambiance, très épique, pas mal de chœurs, des parties narratives. Du coup, je pourrais faire la même réflexion que pour la chanson précédente. Avec toutes ces actions qui se succèdent, on comprend qu'on est vraiment dans une histoire qui avance. Et puis, ma foi, l'album se clôture très bien avec ce titre. Notons le chant de Fabio Lione qui est très atypique, et j'aurais tendance à dire très italien au niveau de l'accent, de l'intonation, et déjà capable de modulation très intéressante. Le type ne se contente pas de chanter de la même manière sur tous les titres, et on l'a vu sur Lysander Force, il a un chant assez agressif, assez dur. Certains disent que c'est limite trash, donc j'émets des réserves sur cette comparaison, même si je pourrais la comprendre. Sur The Village of Dwarfs, il a une façon de chanter très douce, ça me fait un peu penser à un ménestrel qui serait chargé de raconter de jolies histoires à des enfants. Et tout cela en fait un chanteur parfait pour Rhapsody, un chanteur qui est capable de s'adapter selon les morceaux, selon les ambiances, selon ce qui se passe dans l'histoire, sans jamais paraître hors sujet, avec en plus ce timbre de voix assez unique comme on l'a vu. Ça rajoute un gros plus à l'identité de Rhapsody, et c'est pour ça que lorsque j'entends Fabio d'Angra, je râle un peu, parce qu'il est tellement rattaché à cette identité du groupe italien que j'ai du mal à le voir ailleurs. Voilà, je sais, j'en parle souvent, mais j'ai encore du mal avec ça. Et dire qu'on a failli ne pas avoir Fabio Lione dans Rhapsody, parce que lorsque le mec a été recruté par le groupe, il est allé les rejoindre en Allemagne pour enregistrer le prochain album. Il est entré dans le studio, tranquille, et il a commencé à chanter les premières paroles. Et là, le mec, il est devenu fou, il est juste devenu fou, il a pris le micro, il a balancé de l'autre côté du studio, il a dit « C'est quoi ces paroles de merde? C'est ridicule, moi je chante pas ça, allez vous faire enculer, Luca Turilli au four !» Il a dit comme ça, Luca Turilli était là comme ça, « Ouais, je chante quoi ?»
Et puis finalement, bon, ils l'ont retrouvé, ils ont dit écoute, fais-nous confiance, ça va marcher, t'as besoin d'argent, viens enregistre. Et il a eu raison parce que il a eu une grande carrière grâce à Rhapsody. Vous savez que je n'aimais pas cet album lorsque je l'ai écouté la première fois. En fait, j'avais acheté à Andorre. Bon, j'allais à Andorre pour acheter de l'alcool, un peu comme tout le monde, et j'en profitais pour passer chez les disquaires qui étaient bien plus fournis par rapport à ceux que j'avais par chez moi. Et comme j'avais vu Dawn of Victory pas mal de fois dans le Heavy Rotation de Hard Rock Magazine, alors le Heavy Rotation c'était un classement qui était alimenté par les lecteurs qui, chaque mois, envoyaient le top de leur album favori, des albums qui s'écoutaient le plus, et ça formait un classement général. Il y avait d'ailleurs Follow the Ripple, Children of Bodom là-dedans, étrangement. Donc bref, j'avais vu que Dawn of Victory était là en première position depuis un moment, je me suis dit bon, on va faire confiance à mes camarades métalleux. Putain, comme j'ai détesté ce disque au début, j'avais l'impression d'écouter une bande originale d'un Disney, je trouvais ça risible, chiant au possible, surtout The Village Outdoors avec son ambiance un peu, on fait la ronde avec les nègres, on chante, on est content. J'ai vraiment pas aimé ce disque les premières fois que je l'ai écouté. Fort heureusement, il y avait quelques accroches qui me plaisaient, donc j'y revenais de temps en temps, j'ai fini par l'aimer, et puis par l'adorer, puis il a fini par être là avec moi en Irlande et sur Metal Hunters. Yes. Je suis fou. Non seulement Rhapsody nous ont livré là un grand disque, le meilleur de toute leur discographie, mais ils ont aussi marqué le power metal et donc le metal. Aussi, lorsque vous passez Dawn of Victory, vous n'écoutez pas seulement un album, vous contemplez un morceau d'histoire. Combien de formations sont-elles inspirées de ce joyau ? Aurions-nous Fairyland si Rhapsody n'avait pas sorti Dawn of Victory ? Aurions-nous Glory Hammer et toutes les autres formations du même style ? Pour sûr, l'entière discographie des Italiens a servi d'exemple, mais ce troisième opus fut pour eux une occasion de consolider le trône qu'ils avaient eux-mêmes construit avec leurs deux précédents albums. Dawn of Victory fait aussi preuve, à mon sens, de plus de sérieux et de moins de niaiserie et d'innocence. Il n'y a qu'à comparer les pochettes pour comprendre que le groupe a voulu passer à quelque chose de plus grandiloquent, de plus épique, de plus professionnel. Et je dis ça sans dénigrer les deux autres disques que j'adore. Attention, parce que ça, il faut le savoir par contre. Rhapsody a donc ouvert une nouvelle voie dans le power metal et a donc contribué à la grandeur du style, à son étoffement et à son rayonnement à la fin des années 90, début des années 2000, aux côtés de formations déjà bien établies comme Gamma Ray, Helloween, aux côtés de nouveaux groupes robustes à la Stratovarius et Hammerfall, et à côté d'autres jeunes lourds dans l'ongue comme Sonata Arctica. Imaginez donc la frénésie qui s'empara des fans lorsqu'une tournée réunissant Stratovarius, Rhapsody et Sonata Arctica fut créée. Malheureusement, je crois que la beauté était seulement sur le papier, puisque la qualité n'était pas souvent au rendez-vous. Les deux premières parties manquaient cruellement d'expérience, et pour cause, Rhapsody n'avait jamais joué en live malgré leur succès. Succès présent et live absent, en 1999, quand on avait demandé aux métalleux les groupes qu'ils souhaitaient voir jouer au Wacken, Rhapsody était arrivé en 3e de la liste, devancé seulement par Twisted Sister et Manowar, excusez du peu. Et pourtant beaucoup ne donnaient pas cher de leur peau et pas mal se moquaient d'eux, vous me direz quand on a des photos promo comme ça, seul Hammerfall pourrait faire le pire. Mais bon, ça fait partie du truc et je trouve ça tellement dommage et surtout tellement con de se priver d'un joyau comme Dawn of Victory, tout ça parce que les paroles parlent de dragons et d'épées et de héros et que les mecs portent des chemises du Moyen-Âge. Certains font leur mea culpa à l'image de Philippe Laja de Rock Hard Magazine qui, lors d'un édito, avouait qu'il fut un des premiers à ne pas promettre un futur brillant à Rhapsody, donc il s'excusait en quelque sorte. Et puis d'autres continuent à dire que la fantasy, ça fait gamin, et encore tout récemment, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il n'aimait pas Iron Maiden, qu'il n'écoutait pas Iron Maiden, parce qu'il parlait de fantasy. Alors bon, là je pense que le mec il connaît mais vraiment pas Maiden, il est complètement à côté de la plaque, mais bon, tant pis pour lui, on va dire. Et on en revient à ce que je disais lors de ma chronique sur Trial Force et Human Fortress. C'est quoi la différence entre le viking et le chevalier ? Alors oui, j'imagine que les petits métalleux s'identifient mieux à l'image du viking. Fort, puissant, les muscles, la barbe, ça boit des bières et en plus les gonzesses elles aiment bien depuis qu'il y a la série Viking. Donc là c'est tout bénef. Alors que l'image du chevalier, généralement c'est quelqu'un qui respecte un certain ordre, donc il y a des limites. Ça plaît pas, avoir des limites, c'est très très mauvais.
pourvu de sagesse qu'il a acquérie avec des études. Donc là, voilà, pareil, il faut aller étudier, il faut travailler, ça plaît pas, on n'est pas libre. Et le chevalier, il est souvent lié au christianisme. Alors là, ultime coup final pour ne pas s'identifier au chevalier, jamais de la vie. Après, je peux comprendre que le visuel et le look ne puissent pas vous aider à aller vers une musique ou vers un mouvement. Par exemple, si on va sur un autre sujet, le végétarisme ou le véganisme, moi quand je vois quelqu'un comme ça, ou comme le mec qui avait été invité chez Ling the Sun, donc quelqu'un qui a pas trop de prestance, de charisme, et qui en plus te prend de haut et te traite comme une merde, en général j'ai pas trop envie de l'écouter. Alors que quelqu'un comme ça, qui est posé, déjà qui est bien sur lui, qui prend soin de lui, tu te dis ouais, peut-être qu'il y a moyen, et du coup... on peut s'intéresser à certaines choses selon le... Bon, après, moi je veux bien ce cliché du viking musclé et tout, trop fort, avec le cliché du chevalier qui est tout maigre et qui passe sa vie à prier, à lire des vieux parchemins. Moi je suis persuadé qu'il y a certains chevaliers qui auraient foutu une bonne branlée aux vikings. Prenez Godefroy de Bouillon par exemple, le mec quand il était en croisade, il passait son temps à trancher des coups de chameau et de chevaux pour faire rire les Turcs et les Arabes. Les mecs ils arrivaient, ils lui disaient ah, toi là, apparemment à un coup d'épée tu tranches le cou d'un chameau, moi on pense que tu dis de la merde. Le gars il dit vas-y, amène ton chameau. L'autre il a porté son chameau, il dit vas-y pour voir. Prenez son épée là. Et puis Abdelkader il rentrait à pied en Égypte là comme un con. Ouais, salut. Salut, c'est Monsieur le Merle. Bon, t'es hors sujet, tu dérapes, maintenant faut quoi. Ok, bon je conclue alors vite fait là. Merci d'avoir appelé, ciao. On peut plus s'exprimer. The time to decide on our way to escape from the cavern. On a silver of chains on the wall, and now also tapping the souls. I read my grievances, and I let you on my pain. But I swear to you on my front name, you'll open a mystical gate from the holy sea of golden flames. That's the last thing you need home. With this magic breath of innocence, rising to a kiss from the holy sea of golden flames. That's the last thing you need home. With this magic breath of innocence, rising to a crystal throne. Je ne peux donc que vous pousser à écouter ce Dawn of Victory, surtout si vous êtes fan de Power Metal, mais bon, on va pas se leurrer, si vous êtes fan de Power Metal, à coup sûr vous le connaissez cet album, peut-être que même que vous l'adorez, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Écoutez cet album, découvrez-le, achetez-le, réécoutez-le, même si vous l'avez, voire achetez-le à nouveau. Comme je vous l'ai dit, cet album je l'avais en version simple, j'ai trouvé ça chez un particulier sur Praise Minister, je l'ai pris, et je peux vous assurer que je ne l'avais pas écouté depuis des années cet album. Quand je l'ai réécouté pour la première fois il y a ça une paire de semaines, la qualité de la musique, plus mon sens de l'écoute qui est un peu plus aiguisé, j'aurais tendance à dire que j'ai un peu plus compris cet album, je l'ai un peu plus apprivoisé, plus la nostalgie qui a fait le boulot, j'ai pris une claque immense, je me suis régalé du début jusqu'à la fin et je me suis dit, allez, peu importe si tout le monde connaît cet album, peu importe si tu vas peut-être rien apporter de nouveau, il faut faire une chronique dessus, fais une vidéo dessus, on s'en fout. Et voilà. Et vous la trouvez jolie cette édition, non ? Avouez qu'elle est classe, et puis l'intérieur c'est quand même assez sympa, puisque vous avez l'histoire déjà, des commentaires chanson par chanson par Turilli et Staropoli, donc ils expliquent un peu comment ils ont composé, leur état d'esprit, etc. Vous avez un texte sur la première tournée, des interviews, donc c'est vraiment un objet très joli, très complet, limité à 20 000 exemplaires, et que j'ai pas payé super cher sur Praise Minister, je l'ai trouvé à, sans dire de conneries, je crois que c'est 15-20 € maximum, port compris, donc autant dire que c'est donné. Pareil pour l'édition de Power of Dragonflame que vous voyez là, je l'ai payé pas trop cher, elle est un peu plus abîmée, mais c'est pas grave, je trouve que ça donne un petit cachet. Donc si vous n'avez pas cet album ou l'autre, et si vous voulez acquérir un bel objet, allez jeter un petit coup d'œil sur les marchés d'occasion, il y a moyen de trouver ça à prix très dérisoire, et d'ailleurs ça me fait bugger, je l'avais mis sur Facebook, mais
On trouve ça à des prix, c'est limite donné, alors que vous avez les premiers albums de Deeds of Flesh par exemple, boîtier cristal, tout simple, les mecs ils te vendent ça à plus de 1000 euros, 1200 euros, tu te dis putain mais les gens sont devenus fous là, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, puisqu'il est là, cet album, hein, Power of Dragonflame, est tout aussi bon qualitativement que Dawn of Victory. Et peut-être un peu moins d'orchestration, un peu moins de néoclassique, un peu plus de métal, donc toujours le côté impactant et fédérateur est un peu plus poussé sur ce disque, et toujours bien sûr l'univers Heroic Fantasy. Et oui. Donc un excellent album aussi, plein de bons titres qui clôturera la première partie de la saga d'Épée d'Émeraude, avant que Rhapsody ne pousse justement encore plus loin ce côté orchestral avec des tonnes et des tonnes d'orchestration bien utilisées, ce qui lui vaudra le surnom, au niveau du style, du moins l'étiquette d'Hollywood Metal. Mais ça, c'est une autre histoire. Celle que je voulais vous raconter aujourd'hui est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, stay metal! I am metal, and I'll never die. We are metal, and we'll never die. I will crank you up. You can bring me down. Voy a la playa con Julio la marea. Metal will never die. Tu pourrais sortir les poubelles, s'il te plaît? Non. Là, non. Et pourquoi? Parce que